Bonjour à tous, je donne aujourd'hui les solutions d'une série d'exercices sur les espaces vectoriels. Alors, ces exercices sont du niveau de licence première année. Je rappelle les propriétés qu'il faut vérifier pour qu'un ensemble F soit un sous-espace vectoriel de E, où E est un espace vectoriel sur un corps K. En général, on utilise R ou C. Alors, voilà ce qu'il faut vérifier. Donc, F, un ensemble quelconque, est un sous-espace vectoriel de E si F est inclus dans E, F non vide, l'addition dans E, si vous voulez la loi plus, est stable, c'est-à-dire quand vous prenez deux éléments UV dans F, leur somme reste dans F. La loi externe est stable dans F. Quand vous multipliez un scalaire alpha, c'est-à-dire un élément du corps K, par un élément U de F, alpha point U, c'est-à-dire alpha U, on dit en général alpha U, appartient à F. Ces deux conditions, on peut les grouper en une seule. Elles sont équivalentes à cette ligne. Donc, quand vous démontrez, soit vous montrez les trois propriétés, soit la première et cette quatrième ici. Alors, voilà l'exercice numéro 1 par lequel nous allons commencer. Ici, vous avez des ensembles, des sous-ensembles. Alors, c'est indiqué dans R3 et évidemment, nous allons démontrer, nous allons voir s'ils sont ces trois premiers, s'ils sont des sous-espaces vectoriels de R3. Et pour ce dernier, il est dans R4. Donc, nous allons voir si c'est un sous-espace vectoriel de R4. Commençons par le premier, E1 est égal à 3x moins 7y, les x, y, z qui vérifient 3x moins 7y égale à z. Cet ensemble E1 est bien inclus dans R3 par l'énoncé, et d'ailleurs c'est un ensemble de triplés de réels, donc c'est bien dans R3. Il est non vide parce qu'il contient au moins l'élément neutre, puisque l'élément neutre c'est 0, 0, et 0, 0, 0 vérifie cette équation. Maintenant, je vérifie dans le deuxième point, est-ce que l'addition est stable dans cet ensemble E1. Donc, quel que soit un élément U de E1 et un élément V de E1. Alors, puisque U est dans E1, donc il vérifie l'équation de définition de E1. Même chose pour V, il est dans E1, donc il vérifie l'équation de définition de E1. Alors maintenant, si j'additionne ces deux équations membre à membre, c'est-à-dire ce membre avec le premier membre ici de gauche, je trouve ceci dans le premier membre. Et dans le deuxième membre, z plus z' donne ceci. Avec les propriétés d'addition, de commutativité et d'associativité, cette écriture se transforme ainsi. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que ce triplet, qui n'est autre que U plus V, d'après la définition de l'addition dans R3, ce triplet vérifie l'équation de définition de E1. Donc, U plus V appartient à E1. Troisième point, pour la stabilité de la loi externe, quel que soit un élément U dans E1 et un scalaire réel L, lambda,
Alors, du moment que U appartient à E1, il vérifie l'équation de sa définition. Et si je multiplie cette équation par lambda, et après la commutativité, l'associativité, etc. de la multiplication, ceci me donne ça, et ça veut dire tout simplement que ce triplet appartient à E1, puisque s'il vérifie l'équation de définition de 1. Et ce triplet n'est autre que lambda.u. Ainsi, lambda.u appartient à E1 et on a donc vérifié la stabilité de la loi externe. Alors, on peut décider maintenant que E1 est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, vous voyez que cette méthode, c'est vraiment la définition, et appliquer la définition d'un sous-espace vectoriel. Néanmoins, dans les questions, si vous avez fait attention, il y a une autre question. Dans ce cas, c'est-à-dire, lorsque c'est le cas, c'est-à-dire si E1 est un sous-espace vectoriel, il faudra trouver une base et la dimension. Alors, ce que nous avons fait jusqu'ici nous a donné simplement que E1 est un sous-espace vectoriel, mais il ne nous renseigne pas sur ni la base ni sur la dimension. Alors voilà une autre méthode pour vérifier que E1 est un sous-espace vectoriel et en même temps elle nous donne la base, à condition de connaître quelque chose dans le cours que je vais signaler tout à l'heure. Donc l'autre méthode pour vérifier que E1 est un sous-espace vectoriel, je prends un U quelconque dans E. Donc c'est équivalent à cette équation. U est dans E1, si et seulement si il vérifie cette équation. Alors, vérifier cette équation est équivalent exactement à dire que U est de la forme xy, 3x moins 7y. Ce que je peux écrire aussi, en mettant les x d'un côté et les y d'un côté, U est égal x0, 3x plus 0, y moins 7y. X et y sont les réels qui interviennent dans la définition de U. Je factorise le 3, le x et le y ici, et j'ai donc U est dans E1 si et seulement si il est de la forme, ce qu'on appelle une combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Je vais les appeler V pour ce premier et W pour ce deuxième. Alors, U appartient à E1 si et seulement si il s'exprime comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Et l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs, en général, on le note vectoriel de UV. S'il y a plusieurs vectoriels, une série finie de vecteurs, ou bien. Donc, et ce vectoriel de UV est par définition dans le cours, peut-être pas par définition, mais c'est une proposition du cours que l'ensemble des combinaisons linéaires d'un nombre fini de vecteurs dans R3 ou dans n'importe quel Rn est un sous-espace vectoriel de ce Rn. Ici, on travaille dans R3, vous avez l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Et c'est bien un sous-espace vectoriel. Donc, du coup, j'ai démontré que E1 est égal vectoriel de UW, et donc E1 est un sous-espace vectoriel. Et j'ai en plus montré que cette famille de vecteurs UV, cette paire de vecteurs UV, une famille, on ne l'écrit pas comme ça pour un couple. Cette famille engendre E1, puisque tous les éléments de 1 sont de la forme de la forme alpha U plus bêta V, pour ne pas dire X et Y, parce qu'ils sont réservés à U que j'ai choisi ici. Donc, tous les éléments sont de cette forme-là. Et donc, cette famille est génératrice de E1. Est-ce que c'est une base? Je peux l'expliquer de deux manières. Oui, c'est bien une base, parce que VW est libre.
Ça, c'est la première chose. Alors, si je vous demande de montrer qu'il est libre, vous n'allez pas trouver de problème. Néanmoins, je vais quand même vous le montrer. Regardez les vecteurs que j'ai. Pour montrer qu'il est libre, je prends alpha et bêta quelconque dans R tel que alpha W1 plus bêta W2 égale 0. Voilà l'écriture. Je vous rappelle que le grand 0, c'est le triplet 0, 0, l'élément neutre dans R3. Et si vous... Ceci, ça veut dire quoi? Vous multipliez alpha ligne par ligne. C'est pourquoi l'écriture verticale des vecteurs est plus intéressante dans ce genre de problème. Donc alpha plus bêta égale 0, ce qui donne alpha égale 0. Dans la deuxième ligne, alpha fois 0, c'est 0, plus bêta fois 1 égale 0, donc bêta égale 0. Et dans la troisième ligne, cette équation qui ne sert à rien, puisque j'ai déjà trouvé alpha et bêta égale 0. Toute combinaison linéaire de ces deux vecteurs qui est égale au vecteur nul 0, 0, 0, 0, 3 aboutit à les composantes qui interviennent dans cette combinaison sont nulles. C'est bien un système libre. J'ai dit que je peux l'expliquer d'une autre manière. L'autre manière, je me rappelle toujours, quand j'étais au lycée, nous avons dit qu'une base, c'est une famille libre et génératrice. Mais on nous a appris que B est une base si tout élément de l'espace vectoriel en question s'exprime d'une manière unique comme combinaison linéaire des éléments de la base. Et quand vous voyez ici U1, pardon, ici, comment il est exprimé? Par les composantes première et deuxième qui interviennent. Donc tout élément il s'exprime d'une manière unique par x qui est sa première composante fois le vecteur, comment je les appelais ces vecteurs, W1, V, et par sa deuxième composante fois W. Donc ça c'est une écriture unique et donc c'est bien une base. C'est bien une base de E1. Voilà donc pour cette première question, hein, ou plutôt ce premier exemple. Vous avez vu deux méthodes. La deuxième, elle est intéressante du moment qu'elle vous donne en même temps la base et c'est plus pratique. Alors je peux vous dire que celle-ci, elle est plus ennuyeuse pour moi à cause de ces écritures. Je ne sais pas. Moi, je préfère la deuxième. Seulement, assurez-vous que vous avez bien parlé dans votre cours. On vous a bien parlé de sous-espace vectoriel engendré par une famille de vecteurs et que c'est un sous-espace vectoriel. Ça, il faut s'assurer que c'est dans le cours. Bon, alors maintenant, regardons l'exemple numéro 2. Voici l'exemple E2 est égal à l'ensemble des triplets x, y, z de R3 qui vérifie ces deux équations. Bon, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel de R3? Regardons la solution. Évidemment, 0, 0 vérifie les deux équations, comme vous avez remarqué, parce que la première équation, c'est ça, égale 0, et la deuxième, ceci égale 0. C'est pourquoi je les ai réunis dans une seule équation, mais avec trois membres. Donc, 0, 0 vérifie bien l'équation de E2. Il y a deux équations, mais je les ai regroupées pour dire l'équation de définition de E2. E3 est inclus dans R3 par la définition de l'ensemble R3, E2, pardon. Alors, si je prends deux éléments quelconques, U et V, dans E2, U est dans E2, donc il vérifie l'équation de définition. V est dans E2, il vérifie l'équation de définition. Je fais la somme, voilà ce que je trouve. Ça plus ça égale 0, égale ça, plus ça, les membres de droite. Membres du milieu et membres à gauche. Il y a trois membres. Quand je dis membre à membre, c'est-à-dire j'additionne les membres qui sont dans la même position. Position de droite, position de gauche, position de droite et position du milieu. Voilà ce que je trouve. Maintenant, je peux transformer cette écriture grâce aux propriétés d'associativité et de commutativité et je trouve ceci.
Ça, vous le transformez. Vous enlevez les parenthèses et vous mettez d'autres parenthèses, vous avez ça. Ça aussi, vous enlevez les parenthèses, vous les remodelez d'une autre manière en changeant les positions, l'addition étant associative. Même si vous avez un moins, c'est bien une addition, parce que moins z, c'est quoi? C'est plus moins z. Donc, la commutativité de l'addition, et donc, puisque ceci est vérifié, ce terme E2, ce terme U plus V, qui est comme ça, par définition, vérifie l'équation de E2. Alors, on a la stabilité. Ah, pour la troisième, je ne vais pas insister trop. Quand vous avez eu un élément quelconque dans E2, il vérifie l'équation de définition. Vous multipliez cette équation par lambda et vous avez ceci. Et ceci montre que cet élément vérifie l'équation de définition. Il est donc dans E2. Et donc, lambda U appartient à E2. On a la stabilité de la loi externe. On a la stabilité de la loi externe. Et donc, E2 est un sous-espace vectoriel de R3. Alors, pour calculer pour trouver une base et trouver la dimension, alors je ne vous ai pas dit, peut-être dans le premier exercice, car on a trouvé dans la base 2 éléments, donc la dimension égale à 2. J'ai oublié de le dire. Donc, pour le premier cas, on va revenir là-dessus. Le premier exemple, le voilà. E1, nous avons trouvé qu'il est engendré par 2 vecteurs que j'ai nommés U et V. Donc, il est de dimension 2. La dimension égale à 2 pour le premier. Alors, pour le E2, nous allons voir quelle est sa dimension. Après, je vais faire un commentaire pour voir. D'ailleurs, les gens qui ont un petit peu bien renseigné vont déduire tout de suite qu'il est de dimension 1, E2. On va vérifier pourquoi. Alors, après avoir vu que E2 est un sous-espace vectoriel par cette première méthode, enfin, maintenant, en fait, je cherche quelle est une base et puis la dimension. Et j'appelle ça autre méthode parce qu'elle me permet également de voir que c'est un sous-espace vectoriel. Donc, je prends un élément dans E2, x, y, z. Il vérifie l'équation de définition, donc c'est équivalent. Et cette équation de définition, elle est équivalente à la deuxième. Pourquoi? Parce que si vous faites la soustraction entre ces deux équations, je répète, si vous faites la soustraction entre ces deux équations, vous obtenez, alors, celle-ci moins la première, vous obtenez 2z égale 0. Donc z égale 0. Maintenant que z égale 0, x plus y égale 0 aussi. Alors ça, c'est équivalent. Cette ligne et cette ligne sont équivalentes. Ce qui est équivalent à dire que U est égal à X et Y c'est moins X et Z égale 0. Voilà comment il s'exprime. Donc U égale X, je sors le X qui est un scalaire que multiplie 1 moins 0. Et voilà, je trouve que tout élément U de E2 est proportionnel au vecteur que je nomme E, ce vecteur. C'est bien un espace de dimension 1, puisque E est non nul, et la famille formée par le singleton E, qui est ce vecteur, est un système générateur et en même temps une base. Un vecteur non nul est toujours un système, est toujours libre. Voilà donc E2 est de dimension 1. Alors maintenant, j'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont bien renseignés ont déjà remarqué que cet espace de dimension 2. Comment on explique ça? Ici, vous avez l'équation d'un plan dans R3, vous l'avez vu, AX plus BY plus CZ égale D. Et ici, D égale 0, comme c'est le cas ici, ce sont des plans vectoriels. Des plans vectoriels, c'est des plans. Alors, ces deux plans, le premier plan est orthogonal au vecteur 1, 1, moins 1, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Donc, il est orthogonal au vecteur 1, 1, moins 1. Celui-ci, au vecteur 1, 1, 1, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires et par conséquent, ces deux plans sont sécants. Quand deux plans sont sécants, leur intersection est une droite. Et leur intersection, c'est l'ensemble des xy
Z qui vérifie les deux équations, l'équation du plan 1 et du plan 2. C'est pourquoi on retrouve, sans faire de calcul, que c'est que la dimension de E2, qui est une droite vectorielle, elle aussi, est de dimension 1. Voilà donc pour ce deuxième ensemble. Maintenant, pour le troisième ensemble, on n'a même pas besoin d'aller plus loin pour dire que ce n'est pas un sous-espace vectoriel puisqu'il ne contient pas l'élément neutre de l'addition dans R3 qui est 0, 0, 0. 0, 0, 0 ici. Vous faites l'addition, ce que vous voulez avec les zéros, vous ne retrouverez jamais 1. Et donc, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, voyons pour celui-ci. E4 dans R4. Nous allons voir qu'en est-il. Alors, maintenant qu'il faut nécessairement passer par l'autre méthode pour trouver la base, je préfère faire la deuxième méthode, tout simplement. Donc voilà E4. Il est bien inclus dans R4. Et il est non vide puisqu'il contient l'élément neutre. 0, 0, 0, 0. Un quadruplé de 0. 0, 0, 0, 0. L'élément neutre dans R4. Maintenant, je vais caractériser un élément de E4. Voilà un élément de E4. Mais il est caractérisé par cette équation. Ce qui veut dire U est de la forme x, y, z. X, y, z, et t, je le remplace par moins x, moins y, moins z. Voilà l'équation, ça, elle me donne ceci. Ensuite, je sépare les x, les y et les z parce que ça, qu'est-ce que c'est? C'est x0 moins x, ce que je peux écrire comme ça, x facteur de 1, 0, 0, moins 1, et puis c'est plus 0y moins y, ce que je peux écrire y fois le vecteur 0, 1, 0, moins 1, et enfin 0, 0, z moins z, que je peux écrire, alors là, j'ai fait une petite erreur, là c'est 1. Je vais corriger ça tout de suite. Voilà donc, j'ai corrigé, donc là, pour ce troisième élément, c'est 0, 0, z moins z, qui donne z qui multiplie ce vecteur. Ainsi, tout élément U appartient à E4 est caractérisé par comme qu'il est une combinaison linéaire et d'une manière unique, puisque les composantes qui interviennent, ce sont ces premières coordonnées de ces trois vecteurs que je nomme W1, W2, W3. Ainsi, nous voyons que E4 est engendré par ce triplet de vecteurs W1, W2, W3. E4 est donc un sous-espace vectoriel de R3 engendré par ce grand B qui est en même temps une base de E4 puisque tout élément de E4 s'exprime de manière unique. Rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'exemple précédent. D'une manière unique parce que les composantes qui interviennent pour un élément U, ce sont ces trois premières coordonnées. Donc B est bien une base et la dimension de E4 égale à 3. Voici l'exercice numéro 2. Alors ici, nous sommes en présence d'un espace vectoriel d'un type nouveau. Ce n'est pas R2, ni R3, ni Rn. C'est l'espace vectoriel des fonctions de R vers R. Les fonctions, quelles qu'elles sont, aucune particularité. Ce n'est pas des fonctions continues, c'est des fonctions tout court. Cet espace est muni évidemment de l'addition des fonctions que l'on connaît, f plus g de x et f de x plus g de x, lambda f de x c'est lambda fois f de x, etc. Alors, dans cet espace, on considère cet ensemble formé de 4 fonctions et on nous demande de montrer que cet ensemble, cette famille S, est une famille libre.
Il faudra bien faire attention. Ici, les vecteurs de cet espace, c'est des fonctions. Il ne faut pas confondre f1 et fn de x. f1, c'est la fonction, c'est un élément de E, et fn de x, c'est la valeur de f1 au point x. C'est un élément de R. Souvent, les gens confondent, et souvent par abus de langage, on écrit la fonction fn de x. Ça n'a aucun sens. Alors, ceci est permis dans certaines circonstances. J'en ai vu, même dans des manuscrits et des livres, mais mathématiquement, ça n'a pas de sens. Une fonction, ce n'est pas sa valeur en un point. Bon. Alors maintenant, montrer que cette famille de fonctions est libre. Donc, je vais prendre une combinaison linéaire, donc avec alpha, bêta, gamma, lambda quelconque, telle que j'ai cette combinaison linéaire avec ses composantes sur les valeurs f1, f2, f3, f4 égale à l'élément neutre de E. Et c'est quoi l'élément neutre de E? C'est la fonction nulle. Alors en général, on la note comme ça. Au lieu de mettre un 0, je viens de parler, il ne faut pas confondre nombre et fonction. Alors je l'appelle θ qui ressemble un petit peu au 0, mais c'est la fonction nulle. Quelles sont ses valeurs? Ses valeurs sont 0 en tout point. θ de x égale 0, quel que soit x. C'est pourquoi, donc, je traduis cette égalité par ceci. La valeur en un point pour cette première fonction le membre de gauche, c'est ça, égale à la valeur de θ en n'importe quel point égale 0. Donc, on a cette relation, quel que soit x appartenant à R. Alors, pour simplifier, je note g de x, le premier membre. Donc, g de x est égal à ça pour tout x dans R. Et maintenant, pour trouver... Alors, n'oubliez pas que si je veux montrer que c'est un système libre, je dois montrer que pour toute combinaison de ce type-là, les constantes ou les valeurs, les scalaires qui interviennent là-dessus sont nuls. Alors, pour montrer qu'ils sont nuls, je vais utiliser un argument d'analyse qui sont les limites. Alors, par exemple, ici, je peux... Bon, il n'y a pas que cette méthode. Hein. Vous pouvez donner des valeurs à gamma, vous aurez un système d'équations assez compliqué, mais là, avec les limites, c'est très simple. Alors, par exemple, ici, ceci est égal à 0, quel que soit x. Je fais la limite en moins l'infini, puisque ceci, quel que soit x appartenant à R. On peut tendre vers 0, vers moins l'infini quand on est dans R. Donc, la limite en moins l'infini pour ce membre, ce sera alpha, puisque les exponentielles tendent toutes vers 0. Donc, la limite, c'est alpha. Mais de l'autre côté, c'est 0. Donc, alpha égale 0. Du coup, ma fonction g se réduit à cette écriture. Et je peux même factoriser EX pour l'écrire ainsi. Vous allez voir pourquoi. Deuxième étape. Alors, EX est égal à ça. Donc, si je multiplie par exponentielle moins EX, je vais avoir E moins xg de x est égal à ça. Ce que je souligne. E moins xg de x est égal à ça. Et je fais la limite en moins l'infini, je trouve donc bêta, qui est égal à 0, parce que le côté de ce côté-là est nul. Même si vous le multipliez par exponentielle, vous simplifiez exponentielle x, c'est nul. Donc bêta égale 0. Alors alpha, bêta égale 0, qu'est-ce qui me reste dans cette fonction g de x? Il reste ça, où je peux factoriser exponentielle de x. Donc g de x égale exponentielle de x que multiplie cette valeur, cette fonction gamma plus lambda ex égale 0, quel que soit x. Maintenant, grâce à exponentielle de x, je multiplie par exponentielle moins 2x pour que ceci disparaisse, et donc je vais avoir exponentielle moins 2x g de x est égal à ça, ce qui est souligné en rouge, et la limite en moins l'infini, ce sera gamma, et ce sera 0, puisque le second membre est nul, donc gamma égale 0. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste? Il ne me reste plus que g de x égale lambda gamma de exponentielle 3x égale 0. Soit vous le faites avec limite, ou bien vous prenez x égale 0, vous aurez lambda égale 0. Prenez x égale 0, lambda égale 0. Ou bien avec les limites. C'est plus simple avec x égale 0. Voilà, donc, j'arrive à montrer que pour toute combinaison linéaire de ces vecteurs qui sont les fonctions f1, f2, f3, f4, toute combinaison linéaire qui est égale à la fonction nulle, l'élément neutre de l'addition, les composantes qui interviennent
dans cette combinaison sont toutes nulles. C'est bien un système libre. S, la famille S, formée des fonctions F1, F2, F3, F4, est libre. Alors maintenant, l'exercice suivant, un petit peu dans le même genre, mais l'espace que je considère n'est plus de celui de tout à l'heure, mais c'est pourquoi je le note F, mais ce sont les fonctions de 0, 1 vers R. Mais les lois qui interviennent sont les mêmes. L'addition de fonctions dans cet espace, la même chose, et puis la multiplication par un scalaire. Voilà. Alors, on nous donne une famille, ce S, hein, formée de H1, H2, H3, qui sont définies ainsi. Donc, c'est une famille de fonctions. Je veux montrer que c'est un système ou une famille libre. Comme tout à l'heure, je vais utiliser un argument des limites, argument d'analyse. Donc, je prends une combinaison linéaire nulle, égale la fonction nulle. Alpha H1 plus bêta H2 plus gamma H3. Et je veux montrer que, nécessairement, alpha, bêta, gamma sont nuls. Cette égalité entraîne ceci égale 0, puisque ce premier membre appliqué à x, voilà ce qu'il donne, et θ appliqué à x donne 0, quel que soit x donne 0, 1. Maintenant, je ne peux pas tendre vers moins l'infini ni plus l'infini, parce que x est coincé entre 0 et 1, mais je peux tendre vers 1 et vers 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je multiplie d'abord par x, la fonction grand G, et j'ai ceci. Voilà ce qui me reste en multipliant par x. Maintenant, je fais tendre x vers 0, puisque cet intervalle, les x peuvent tendre vers 0. Eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver la limite de xg de x égale alpha. Mais de l'autre côté, égale à 0. Parce que le second membre égale à 0. Et donc, j'aurai alpha égale 0. Et ainsi, g de x se réduit à cette écriture. Ou plutôt x, g de x. Pas, g de x est égal à ça. Oui, g de x. Non, c'est pas... attendez, je vais corriger ça tout de suite. Voilà. J'ai corrigé. Hein, donc, regardez, alpha égale 0. Bon, alors qu'est-ce qui nous reste dans g de x? Il nous reste ça. Juste cette alpha égale 0, donc g de x est égal à ça. Qu'est-ce que je fais? En fait, je multiplie par x moins 1 au carré. Alors, qu'est-ce que x moins 1 au carré? G de x sera donc bêta x moins 1 plus gamma. Je l'ai fait exprès parce que voilà ce que je veux. Et ça vous rappelle quelque chose. Ici, c'est comme si on a une décomposition en éléments simples et on veut chercher les valeurs alpha, bêta, gamma. Un petit peu dans ce genre. Rappelez-vous quand on a un facteur du type 1 sur x moins a à des puissances, on prend la puissance la plus grande. Je n'ai pas pris ça. Parce que quand je multiplie par x moins a au carré g de x, je trouve quelque chose, bx moins 1. On peut le faire tendre comme on veut. Et gamma, si x tend vers 1, eh bien, ce membre tend vers gamma. Mais comme c'est nul, quel que soit x, il tend vers 0. Et donc, on a gamma égale 0. Voilà l'astuce. C'est pourquoi donc j'ai multiplié par x moins 1 au carré g de x. Et donc, j'ai gamma égale 0. Alors, qu'est-ce qui reste dans g de x? Regardez g de x. Alpha nul, gamma nul, il reste juste bêta que multiplier 1 sur x moins 1 égale 0. Quel que soit x appartenant à 0,1. Alors, pour trouver bêta égale 0, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur. Par exemple, vous pouvez faire la valeur 2. 2, tout simplement. Non, 2. Ça ne marche pas. La valeur 1,5. 1,5, si, ça marche. Et qu'est-ce qu'on aura ici au dénominateur? On aura moins 1,5, qui va remonter en moins 2 bêta égale 0. Moins 2 bêta égale 0, ça veut dire bêta égale 0. Ainsi, toutes les scalaires, alpha, gamma, bêta sont nulles, et la famille S est libre dans F.